Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit contretemps. La plateforme Livestorm a eu a priori quelques petits problèmes d'infrastructure. Pour information, il y a quelques personnes qui ont dû peut-être s'en aller parce que voyant que l'événement ne démarrait pas ou voilà. Donc, on va également refaire une session la semaine prochaine au cas où, pour ceux qui auront raté ce créneau. Merci beaucoup pour votre patience dans tous les cas. Nous sommes ravis d'être ici. C'est parti. Avec moi aujourd'hui, j'ai Gauthier Banaïm qui est développeur advocate, donc responsable de l'expérience des développeurs chez Jaya. Clément Egger qui est senior product manager sur toute la partie content management et DAM. Et moi-même, Romain Gauthier, je suis responsable du produit chez Jaya. Donc aujourd'hui, on va vous présenter principalement tout ce qu'on a fait en 2025 et la présentation est découpée par persona pour les éditeurs, les marketeurs, les développeurs et la plateforme Jaya Cloud. On va également parler un peu de la roadmap 2026. La présentation sera enregistrée et en plus, on la refait la semaine prochaine pour ceux qui auront des questions et qui auront raté le créneau. L'idée de cette présentation, c'est pas de vous faire un plan à 3 ou 5 ans à quoi va ressembler Jaya, mais vraiment d'être très concret, d'être très tangible sur ce qu'on a réalisé cette année, en 2025, et ce qu'on est en train de faire cette année. Il y a beaucoup de contenu, ça va aller assez vite. Pour chaque fonctionnalité, en haut de la slide, il y a la version et, entre guillemets, la date de sortie, soit déjà faite, soit attendue. Et vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y a des représentants de Jaya qui sont présents, qui pourront répondre à vos questions. Et si on a le temps, on prendra également des questions à la fin. On risque vu qu'on a commencé 10 minutes en retard, on risque de déborder un peu. Voilà. On va commencer direct par les éditeurs de contenu et c'est Clément qui va nous faire l'honneur de cette partie-là. Merci Romain. Alors, l'élément le plus important de l'année dernière, c'est le fait que Page Builder, donc notre nouvelle interface de management de page, de gestion de page, a été finalisée en version 1. Elle est maintenant totalement... on a le même scope de fonctionnalité que ce que vous aviez précédemment dans Page Composer, l'ancienne interface. Alors, la chose vraiment importante à savoir, c'est que vous pouvez toujours avoir les deux en même temps si vous voulez, histoire que vos éditeurs s'habituent et passent de l'une à l'autre. L'ergonomie a pas mal évolué. D'abord, vous avez 3 modes de visualisation, la page en mode visuel, la page en mode liste, donc une liste plate des contenus, et puis en mode structuré, vous voyez vraiment une arborescence avec toutes les imbrications de vos contenus. Les 3 modes ont leurs avantages à certains moments. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de manipuler certains éléments en mode structuré que visuellement, ça peut arriver. La grande nouveauté ergonomiquement, c'est qu'au lieu de sectionner un contenu et d'avoir le header de la page qui s'affiche, qui se met à jour, en fait, toute la mise à jour se fait sur le composant que vous avez sectionné. Donc, vous avez une notification sur l'instant des statuts du composant et puis vous pouvez l'éditer directement, immédiatement. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour les nouveaux utilisateurs notamment. On peut passer à l'écran suivant. Merci. Par ailleurs, une des grosses nouveautés également de Page Builder qui a été demandée par un certain nombre d'entre vous de manière répétée au cours des années, c'est le fait de pouvoir créer directement du contenu entre 2 contenus déjà existants dans la page. Donc, plus être obligé de le créer uniquement en fin de liste et puis après de le réordonner, que ce soit via drag and drop ou via une interface de réordonnancement. Donc, maintenant, vous pouvez copier, coller ou créer un nouveau contenu à n'importe quel point d'une page, au début, entre 2 contenus ou à la fin, en fonction de vos besoins. Et puisqu'on parle de réordonner le contenu, demande également de la part de certains de nos utilisateurs, quand vous éditez une liste et qui contient donc des sous-éléments, comme on le voit ici dans la capture d'écran, on a ajouté en fait, avant vous pouviez faire du drag and drop, donc on a réécrit ce drag and drop de réordonnancement, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus visuel, il marche beaucoup mieux, mais on a également ajouté des petites flèches permettant de monter ou descendre d'un cran, ou de monter tout en haut ou d'aller tout en bas de la liste.
Donc, un gros gain de temps quand on a notamment des très longues listes de contenus. C'est très facile de passer par là et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'avant. Autre chose dans Page Builder, nous avons réécrit en React tous les écrans de preview qui existent depuis très longtemps dans Jaya sont les mêmes et qui ont été revus et un petit peu améliorés. La prévisualisation simple, donc le fait de voir sa page telle qu'elle va être si vous la publiez sur l'instant. La prévisualisation avancée qui vous permet de passer des paramètres comme cibler un type d'utilisateur si vous utilisez des ACL, de voir la page plus tard dans le temps si vous savez que vous avez des conditions de visibilité, et puis de simuler la vue sur ordinateur, la vue sur mobile, etc. L'avantage maintenant, c'est que vous n'avez plus besoin de revenir en arrière, de relancer une preview avancée. Vous avez un petit bouton Customize Preview qui se trouve en haut de la page et vous pouvez changer les paramètres à la volée. Et enfin, la version de comparaison entre l'edit et le live. Vous avez un double écran et vous voyez à droite la page telle qu'elle est actuellement, à gauche la page en édition, avec possibilité d'highlighter les différences. Voilà, elle a été réécrite aussi, elle est plus rapide et l'highlight est de meilleure qualité. Dans Page Builder finalisé, il y a aussi une grosse nouveauté par rapport à Page Composer et vieilles interfaces. Avant, quand vous vouliez faire apparaître des statuts sur certains contenus, donc il y avait déjà un menu déroulant, et puis c'était souvent des espèces de layers semi-transparents, des aplats qui étaient visuellement pas très très élégants, qui posaient parfois des problèmes de recouvrement, etc. Tout ça a été totalement revu. Maintenant, en fait, la plupart des statuts sont visibles à même la page. Les blocs sont cerclés, donc il y a une bordure de couleurs différentes suivant ce que ça signifie, plus des petits badges qui disent clairement. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup moins besoin d'aller activer ponctuellement un statut. Et en plus, quand vous allez dans la drop-down list pour décider quel statut vous voulez afficher, statut supplémentaire qui n'est pas affiché par défaut, on vous dit le nombre d'éléments qui correspondent. Donc si vous voyez qu'il y a 0 statut de visibilité, ce n'est pas la peine de l'activer, vous avez déjà votre réponse instantanée, vous n'êtes pas là à chercher sur quel contenu on a mis de la visibilité ou pas, par exemple. Dans les autres améliorations, au niveau des formes d'édition, des formulaires d'édition, on a regroupé tous les champs SEO qui se baladaient dans différentes sections, parfois un effet du temps, des choses qui ont été peut-être mal classées à un moment. On a tout regroupé dans une seule section SEO qui n'apparaît que quand le SEO a du sens, c'est-à-dire quand c'est une page ou un contenu qui est susceptible d'être rendu en pleine page, HTML. Si vous utilisez le module SEO pour gérer vos sitemaps, les no-index, les no-follow, etc., tout ce qui est dans le module SEO va apparaître dans cette section SEO également, donc tout reste bien groupé. Et bien évidemment, cette section est extensible si vous même rajoutez d'autres informations SEO ou d'autres champs que vous voulez pouvoir utiliser. Vous pouvez très bien cibler cette section pour que ça apparaisse dans ce même bloc et qu'il n'y ait pas de... Voilà, que vos utilisateurs, notamment vos marketeurs, ceux qui sont en charge du SEO, si vous avez des gens qui sont plus en charge de ça que d'autres, puissent trouver instantanément toutes les informations regroupées. Alors, on a fait un gros effort d'ensemble, un gros travail, suite à aussi des enquêtes clients, des remontées, sur tout le code couleur et les badges qu'on a dans JContent, donc dans le CMS de manière générale, que ce soit JContent, que ce soit les formulaires d'édition. On a aligné toutes nos couleurs, parfois on n'utilisait pas les mêmes, les oranges n'étaient pas exactement les mêmes partout, etc. Là, tout est aligné et on a un code qui est clair. Toutes les informations vraiment neutres sont en gris, les informations un petit peu plus importantes sont en bleu. Voilà. Dès qu'il y a un succès, donc par exemple une page est publiée, c'est du vert. Quand il y a une mise en garde, on est sur un jaune orangé. Donc ça, c'est vraiment des informations qui sont là pour attirer l'œil et donner des informations sur l'instant aux éditeurs. Et puis, s'il y a un vrai danger, par exemple, quand on va effacer un contenu, la couleur rouge est réservée pour ça. Donc un code couleur qui est assez commun à tous les utilisateurs. Voilà, on s'est aligné dessus. On a aussi revu tous les menus pour qu'ils soient toujours présentés, donc les fonctions présentées dans le même ordre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, on a aussi regroupé les ensembles de fonctions par grande section avec un trait de séparation à chaque fois. Donc,
ça permet d'acquérir des automatismes et pour les éditeurs de plus réfléchir et plus chercher pendant 4 secondes, 5 secondes, où est-ce qu'elle est cette entrée de menu? Elle est toujours au même endroit. Donc après quelques jours de travail, en fait, on a des réflexes conditionnés. Et de la même manière, pour faciliter les choses, dans le formulaire d'édition, là où avant on avait 3 petits points avec un menu déroulant pour accéder à certaines fonctions auxquelles on a besoin d'accéder immédiatement, on les a mis sous forme de boutons visibles en permanence. Donc beaucoup plus facile, moins de temps perdu, etc. Enfin, un écran qui était accessible depuis Page Composer, qui est l'écran des jobs. Donc, tous les processus en cours, ça peut être des processus de publication, mais ça peut être aussi des processus très bas niveau. Je crois que tu es passé à l'écran d'après. En fait, on l'a retiré parce que ça n'intéresse pas les éditeurs. En tous les cas, la plupart des jobs n'intéressent pas les éditeurs. Donc, ça a été déplacé dans l'administration, ce qui est beaucoup plus logique. Voilà. Alors, gros élément qu'on a refait intégralement en l'améliorant de manière très conséquente, c'est l'écran de traduction à double entrée. Vous pouvez avoir une langue à gauche, qui est votre langue, on va dire, de départ. Elle est en read-only, pour qu'il ne puisse pas y avoir de modification par erreur. Et vous pouvez sélectionner une langue à droite. Vous pouvez d'ailleurs passer d'une langue à l'autre et faire plusieurs traductions dans la même session avant de faire un save et tout sera sauvé d'un coup. Donc, on utilise le même formulaire que dans Content Editor. Visuellement, c'est aligné, c'est propre. Tous les champs sont bien alignés les uns face aux autres. Et quand vous scrollez dans la page, les champs restent alignés les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est un gros bénéfice ergonomiquement. Et vous pouvez très facilement, il y a plein de petites fonctions. Par exemple, vous avez des petites flèches bleues que vous voyez en face des champs qui sont sur la gauche. En un clic, vous pouvez, si vous voulez que la valeur soit exactement la même que dans votre langue d'origine, un clic et la valeur est copiée à droite. Voilà. Donc, et c'est également, alors cet écran est extensible. Si vous créez vos propres extensions liées au multilingue, vous pouvez les faire apparaître dans cet écran. Vous pouvez vous faire aider par nos consultants s'il y a besoin. Et puis, c'est compatible aussi avec notre module Copy to Other Languages, qui est très utile quand on travaille en multilingue et que vous pouvez trouver sur Jaya Store. Voilà. La dernière très grosse nouveauté, c'est le fait qu'on fournisse maintenant CK Editor version 5, la version 4 étant dépréciée chez son éditeur originel. Alors, vous pouvez toujours utiliser les deux versions. D'abord, ça produit un code beaucoup plus accessible, la version 5. Vous pouvez avoir CK Editor 4 sur un site, CK Editor 5 sur un autre, sur la même plateforme. Ça marche. Et un des bénéfices aussi, c'est si vous voulez l'activer, vous pouvez vous plugger, faire apparaître un bouton qui va se plugger avec un LLM, donc un AI assistant, qui va vous permettre de réécrire du contenu ou de produire directement du contenu ou de traduire aussi directement à même les interfaces de Jaya dans les rich textes. On fournit 4 toolbars par défaut qui sont mappés sur les mêmes droits, les mêmes permissions qu'avant. Donc, si vous utilisiez le toolbar d'avant, les gens vont juste avoir des toolbars plus modernes, mais voilà. Et vous pouvez créer vos propres toolbars. Le but, c'est que vous n'ayez plus à recompiler nos toolbars ou à changer ce qu'on fournit par défaut avec le risque qu'on les écrase lors d'une mise à jour. On a bien séparé ce qui est configuration fournie par Jaya, et puis vous, si vous désirez avoir des toolbars autres différentes. Au niveau de CK Editor, alors il y a une bien meilleure expérience développeur, c'est plus facile à gérer, les fichiers sont beaucoup plus propres pour créer vos propres configurations ou ajouter des extensions. Vous pouvez également continuer à forcer une toolbar sur un contenu particulier en disant dans le fichier de définition, ce contenu-là, c'est toujours la toolbar numéro 3 ou celle qui a l'AI assistant ou qui n'a pas, enfin voilà, ce que vous voulez. Donc vous avez cette possibilité-là qui est intéressante. Il y a quelques limitations à garder en tête pour l'instant. Donc, quand on déploie une toolbar, on peut la déployer depuis n'importe quel module, une toolbar custom. Elle devient disponible pour toute la plateforme. On n'a pas de notion de site. Pour l'instant, on n'a pas la drop-down qui permet de charger des styles CSS custom, mais ça va venir.
Et puis, on n'a pas réintroduit la toolbar de macro Jaya. Si vous l'utilisez aujourd'hui, si vous en avez besoin, rapprochez-vous de votre CSM pour lui dire. Comme on ne connaît pas le niveau d'usage que vous aviez de cette toolbar, dans la V1, on ne l'a pas mise. Mais ça peut être réintroduit un petit peu plus tard. Au niveau des prochaines semaines, on a des configurations simplifiées pour activer les AI Assistant sans aller dans du code, des meilleures configurations multi-sites qui arrivent, et faciliter l'ajout de boutons custom. Et tout ça fera l'objet d'une documentation qui existe déjà sur notre site web, mais qui sera améliorée, beaucoup plus step by step pour les développeurs, plus facile de prise en main. Merci Gauthier. Dernier grand bloc sur lequel on a travaillé au dernier trimestre de l'année 2025, et certaines choses sont déjà sorties, d'autres sortent dans quelques jours, c'est toute la partie gestion des médias. On a rajouté des informations dans les colonnes et sur les vues vignettes qu'on n'avait pas avant, comme le nombre d'usages par exemple, le format exact des images, leur poids, et tout ça est triable par exemple. Donc ça devrait faciliter la vie de tous les éditeurs quand ils manipulent des médias, quels qu'ils soient, que ce soit des fichiers ou des images ou des vidéos. On a aussi fait en sorte de normaliser les noms des images quand vous les uploadez pour retirer, remplacer les espaces, ne pas laisser traîner des caractères de ponctuation, etc. dans les noms de système qui pouvaient poser des problèmes si votre code front n'était pas correctement, n'escapait pas ces mauvais codes. Donc voilà, tout ça, on a fait un gros effort là-dessus. Justement, je parlais des nouvelles informations affichées, le fait de réutiliser des contenus. Vous savez, les références dans Jaya, c'est un élément très important, très puissant, mais les éditeurs ne savaient pas forcément, en éditant un contenu ou en voulant supprimer une image, par exemple, que cette image était, ou ce contenu était réutilisé et affiché à plusieurs endroits dans le site. Donc maintenant, que ce soit dans Content Editor ou dans JContent, dans les différentes vues, listes, structures, etc., on a toujours un petit badge reused avec le nombre de fois où c'est réutilisé. Ce qui permet à l'éditeur de savoir, ok, si je modifie ce contenu-là, je vais impacter potentiellement d'autres pages que je ne connais peut-être même pas, et donc et d'accéder assez facilement à la liste des usages. Pareil, quand dans la modale, quand on décide de déléter des items, on a une colonne qui dit attention, cet item-là, il est actuellement utilisé quelque part, une fois ou plusieurs fois. Et par contre, vous voyez sur la dernière ligne, par exemple, que ce fichier-là n'est pas utilisé du tout, donc vous pouvez l'effacer sans risque que quelque chose disparaisse de manière involontaire. Alors, merci beaucoup Clément. Avant de passer à la partie community sur cette partie auteur, il y a des personnes chez Jaya qui vont répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. De mémoire, les modèles d'IA qui sont disponibles dans CK Editor 5, c'est au moins OpenAI et Azure OpenAI et Amazon Bedrock, qui est un wrapper de différents LLM. Pour le moment, effectivement, c'est un choix de ne pas charger les styles dans CK5, mais comme a dit Clément, c'est un point qu'on va pouvoir réétudier pour la suite. Voilà, et on est aussi là pour prendre votre feedback, donc on va travailler là-dessus. J'enchaîne, on a pas mal de contenu. Le module DeepL permet de faire la traduction automatique. Il a été très largement utilisé par plusieurs clients en production, y compris un client qui a traduit automatiquement plus de 10 000 pages. Donc, n'hésitez pas à en faire bon usage si vous avez des sujets de traduction chez vous. Ça me rappelle, et ben voilà, Félix a répondu à la question de Ouda, ce qui est très bien. Toujours sur la partie community, on a un module de classification de contenu qui est basé sur Cloud AI, qui permet automatiquement de rajouter des intérêts, des tags ou des catégories à partir d'extensions d'interface qui sont disponibles. Toujours community, le module, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, le module Content Reports, qui est un module qui fournit 16 rapports qui sont très utiles dans la gestion de contenu pour identifier les pages sans titre, les contenus qui n'ont pas été traduits, les contenus avec des conditions de visibilité. Et on en a rajouté encore un autre qui est les assets qui ne sont pas utilisés, qui ne sont référencés par aucun contenu. Je passe maintenant à la partie marketeur.
On a refait la partie personnalisation pour qu'elle soit compatible avec l'interface que Clément a présentée dans Page Builder. Les grands principes restent les mêmes. On a essayé juste d'être plus cohérent et d'être plus propre en termes d'interface. À noter qu'on voit maintenant la variante par défaut directement depuis Page Builder, ce qui peut être utile. Les mêmes principes, exactement les mêmes pour les A/B tests de contenu et les A/B tests de page. Récemment, on a travaillé sur la partie dashboard de J-Experience. On a rajouté, on les a tous refaits, on les a tous repris, et on en a rajouté deux nouveaux, un qui donne la liste de tous les événements d'affichage de personnalisation, un autre tous les événements d'affichage d'A/B test, et on a une version qui va arriver très prochainement, en février-mars, là, qui apporte des correctifs, des meilleures performances, des meilleurs temps de chargement, et un nouveau dashboard qui permet de tracer les événements de login, les événements d'authentification. On sait que nos dashboards J-Experience sont très souvent complémentaires et pratiques pour les cas de portail, pour avoir de l'analytique sur du portail, et les événements de connexion sont une bonne information à suivre. Côté community, sur cette partie digital marketing, on a également un nouveau module disponible sur le store qui s'appelle Data Insights et qui permet d'avoir les métriques directement disponibles au-dessus de Page Builder, donc les visites, le nombre de pages vues, le nombre d'entrées sur cette page et l'évolution au fur et à mesure du temps. Donc, cette idée d'avoir vraiment de la data disponible directement dans le CMS. Je vais maintenant laisser Gauthier vous parler de la partie développeur et sécurité. Oui, merci Romain. Alors, la plus grande nouveauté pour les développeurs, livrée en Jaya 8.2, c'est la possibilité de faire du Jaya sans écrire une seule ligne de Java. En effet, avec ce qu'on appelle les modules JavaScript, les JavaScript modules en anglais, il est possible de construire un site web entier Jaya en utilisant uniquement du JavaScript/React. Vous créez vos vues en React avec du TSX, le React TypeScript. Pas besoin de faire du Java ou de connaître le JDK, tout ce que ça implique. En termes d'avenir pour les modules Java, il n'est pas du tout question de les remplacer, de les supprimer. Les modules JavaScript coexistent complètement avec l'écosystème Java. Et la même page peut contenir des vues JavaScript et des vues Java, ce qui vous permet de faire des migrations incrémentales. Voilà. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est déjà stable et qu'on a des clients qui s'en servent en production. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? L'écosystème JavaScript, c'est l'écosystème de développement le plus grand au monde, selon certains chiffres, et React est sa bibliothèque front la plus populaire, ce qui rend le niveau d'entrée pour faire du Jaya plus accessible. Ça rend la recherche de développeurs plus facile et de la même façon, ça permet aux développeurs de se former plus rapidement grâce à la quantité de ressources disponibles pour faire du React. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Les modules JS contiennent du rendu côté serveur, du rendu côté client et ce qu'on appelle l'hydratation, l'architecture en îlot ou en archipel selon le vocabulaire que vous utilisez. Si ces mots sont étrangers pour vous, on a écrit un long article de blog dessus qui décrit toute cette architecture. Vous avez peut-être vu passer dans le passé le fait que les modules JS nécessitaient GraalVM. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est compatible OpenJDK. Donc pas d'inquiétude, pas de migration à faire de ce côté-là. Si vous voulez faire des modules JS, c'est juste un module, le JavaScript Modules Engine, à déployer sur votre Jaya. Et si vous avez fait des modules JS depuis la bêta, donc mettons fin 2024, début 2025, on a fait les changements suivants. Nous sommes passés de Webpack à Vite, nous sommes passés à React 19, nous sommes passés de StyleJSX au module CSS pour les exemples de code et ce qu'on appelle les bonnes pratiques, mais tout est encore supporté. On est passé de JavaScript à TypeScript, ce qui vous donne une meilleure sécurité de type, mais aussi une meilleure autocomplétion lors de la définition, par exemple, des métadonnées de vos vues. On supporte le déploiement de snapshots de modules JS. Les modules JS sont publiables sur le store et on vous en présentera un juste après. Et en termes d'architecture, tout est toujours open source. On a changé le nom de NPM Module vers JavaScript Module. Donc, ce n'est pas un nouveau produit, c'est vraiment le même produit qui a changé de nom. Et tous les repositories liés à NPM Modules ont été fusionnés dans un gros repository JavaScript Modules. Et enfin, il est possible de faire appel à des services OSGI depuis vos vues React. Voilà.
Alors, nous avons un nouveau site de démo qui s'appelle Lux et vous avez vu des screenshots, sur toutes les slides de Clément tout à l'heure. Lux est intégralement codé en JavaScript avec React. Tout est open source et il nous sert de code d'exemple. Dans le repository Lux.js Demo, vous trouverez un template set en React, un pré-pack de site avec toutes les ressources nécessaires pour avoir le site de démo et un design system d'exemple utilisé par le template set. Voilà. Nous sommes aussi en train de refaire notre site Jayacom et il sera intégralement open sourcé dans un futur proche. C'est pareil, c'est un module JavaScript. Et voilà, je me permets, Gauthier, parce qu'on n'a pas mis sur les slides, les tutoriels sur la partie JavaScript module ont également été complètement refaits et repensés. Donc, si vous voulez tester cette techno, il y a les tutos qui sont disponibles dans le Get Started de l'Académie et qui vous permettent vraiment en quelques heures de prendre en main cette partie-là de façon très didactique. Tout à fait, le gros bouton bleu en haut à gauche de l'Académie. Alors, pour nos clients cloud, nous avons un nouveau partenariat, une nouvelle intégration avec CloudImage de Scaleflex, ce qui, en une seule activation, simplement par activation, sans aucun changement, vous permet de convertir automatiquement vos images de leur format d'origine vers du WebP, ce qui diminue leur poids généralement de 3/4, et de les servir depuis le CDN de Scaleflex. Si vous souhaitez investir un peu de temps de développement dans la fonctionnalité, il est possible d'exploiter les fonctionnalités de CloudImage, notamment du redimensionnement d'images et diverses fonctions d'édition d'images, du fitting, de changement de contraste, de saturation, etc., en ajoutant des paramètres à l'URL de votre image, comme sur le petit extrait de code que vous voyez ici. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de CloudImage. Alors, sous le capot, comment ça marche? Merci. En pratique, toutes les images qui vont être traitées sont les images qui sont présentes dans le HTML de la page. Donc, par exemple, les weak références, les champs texte riches et vos template sets. Ne seront pas traitées les images qui sont protégées par un login ou contenues dans des pages protégées par un login, ainsi que les images référencées dans des fichiers qui ne sont pas HTML, donc par exemple du CSS ou du JavaScript. CloudImage dispo en dehors de Jaya Cloud? La réponse est non, pas pour l'instant. Voilà. En termes de sécurité, si vous n'avez pas le module HTML filtering aujourd'hui, vous faites confiance en vos éditeurs pour produire du HTML de qualité sans injection, notamment s'ils ont accès à la partie édition de source. Voilà. Nous avons remis à neuf le module HTML filtering qui est sorti en V2 pour vous permettre soit de valider des rich text, soit de les sanitiser. Valider, c'est refuser si le rich text contient une balise HTML non autorisée, et sanitiser, c'est toujours sauvegarder, mais supprimer à la volée les tags HTML que vous considérez comme non sécurisés. Il est tout à fait possible de configurer HTML filtering pour ignorer la validation ou la sanitisation selon le système de permission. Et comme c'est assez complexe à configurer, vous trouverez des exemples de configuration complète dans l'Académie qui a été mise à jour. En termes de sécurité, toujours. Alors, sur l'année 2025, nous n'avons pas chômé. Nous avons fait toutes les mises à jour de sécurité des bibliothèques que nous utilisons. On a fait du pen test. On a sorti des mises à jour sur CServeGuard, HTML filtering qu'on vient de mentionner et Content Security Policy. Et nous analysons toujours les CVE qui nous sont déclarés. En nouveauté, sur l'Académie, vous trouverez 3 nouvelles pages. Une page SBOM, Software Bill of Material, VEX pour Vulnerability Exploitability Exchange et CVE, qui vous permettent de télécharger l'intégralité de ces formats pour tous les modules que nous développons et que nous maintenons dans le produit. À noter, voilà. C'est dans le Customer Center, donc réservé aux clients après authentification, mais vous avez bien toutes ces informations, comme l'a dit Gauthier. J'enchaîne sur les nouveautés 2025 sur Jaya Cloud. Donc, pour information, on a ouvert une nouvelle région à Singapour pour des nouveaux clients qu'on a dans cette région. On a rajouté le support d'Elasticsearch 9 et de JCustomer 3 et Augmented Search 4. Voilà, et c'est en cours de déploiement pour les clients Jaya Cloud.
L'APM, qui est la fonction, on va dire vraiment d'analyse très poussée, peut maintenant être activée sur un seul nœud Jaya. Donc, quand on a des investigations assez avancées à faire, c'est très pratique. On a mis à jour le Tomcat. On a activé le mode proxy dans G-Experience qui permet d'avoir de la collecte de données en first party et de ne jamais être bloqué par les restrictions de navigateur. Et puis, on a plusieurs centaines maintenant d'environnements Jaya J-Customer qui sont actifs sur la plateforme Jaya Cloud. Donc, on s'améliore au quotidien sur toute la partie qualité et industrialisation. On va passer maintenant à ce sur quoi on travaille en ce moment pour 2026. Avant de passer persona par persona, on va faire un petit détour par l'intelligence artificielle. On sait que nos clients nous utilisent pour 3 grandes familles de cas d'usage, la gestion multisite, les sites web, y compris les sites web pour de la lead gen et l'optimisation des taux de conversion, et les portails clients ou fournisseurs ou employés pour certains. Ou un mix de tous ces cas-là, ce qui marche encore mieux, ça permet de réutiliser la plateforme, les composants, les compétences. Maintenant, il y a un nouveau cas d'usage qui est un peu en train de se développer, à savoir que les CMS sont de facto la source de vérité pour l'indexation par les LLM type ChatGPT, Gemini, Perplexity et les autres. Donc, c'est tout le sujet du GEO, donc de l'optimisation pour les LLM et pas juste pour Google. Dans ce sens-là, on a fourni très récemment à nos clients Jaya Cloud une analyse GEO basée sur les logs et sur les user agents. Et donc, ça permet de voir quelles sont les pages qui sont crawlées par ChatGPT, Perplexity et Claude. Alors, pour le moment, dans Datadog, la durée de rétention des logs, c'est les 15 derniers jours. Donc, les stats qu'on vous présente sont sur les 15 derniers jours. Mais pour ceux qui ont du log forwarding ou d'autres fonctionnalités, ils peuvent retrouver l'intégralité des informations. Ça donne un premier niveau de ChatGPT, à quel contenu il accède sur votre site web. Toujours sur cette partie IA, on va se rapprocher, on est en cours de recherche sur la gestion de contenu via conversation. Donc, c'est vraiment cette idée de ne pas utiliser l'interface graphique tout le temps, mais d'utiliser des prompts. Peut-être d'utiliser des prompts pour faire de la génération de rapports de contenu, des exports de contenu, du search and replace, peut-être de l'édition en masse, et à terme de la génération de contenu entier et de pages et peut-être de sites complets via prompt. Donc, on verra si on a besoin d'un serveur MCP ou pas, puisque il y a beaucoup d'avancées. C'est un monde qui bouge très, très vite. Et comme tout le monde, on est aussi en train d'apprendre. Je vais passer maintenant à la roadmap et à ce sur quoi on travaille pour les éditeurs. Et je vais commencer par Gauthier. Oui, merci Romain. Alors, donnons un peu de contexte. Nous avons de nombreux éditeurs qui créent leur contenu en dehors de Jaya, dans des éditeurs de texte comme Microsoft Word ou Google Docs. Et nous n'avons pas aujourd'hui, à proprement parler, d'intégration entre Word et Google Docs ou Google Docs vers Jaya. Et on a décidé d'améliorer l'intégration universelle, à savoir le copier-coller. Happy Paste est un module community qui, une fois installé, lorsque vous allez copier du contenu depuis votre éditeur de texte favori vers Jaya, va conserver la structure du document, donc les titres, les listes, les tableaux, et supprimer toutes les informations de formatage, donc toutes les classes CSS, tout le style CSS, et aussi potentiellement tous les tags HTML parasites. L'objectif, c'est que ça fonctionne intégralement sans configuration. Voilà. Vous copiez depuis n'importe où et ça marche sans configuration. Et le mieux dans tout ça, c'est que si votre presse-papier contient des images et que vous vous apprêtez à coller dans Jaya, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre comme ça, qui vous permet de choisir le dossier d'upload pour vos images et de continuer la copie. Voilà. On n'a pas aujourd'hui de traitement sur les liens qui sont copiés depuis, mettons, un Google Doc vers un Jaya. C'est un module community, ce qui signifie… Oui. Oui, non, que c'est compatible CK Editor 5, évidemment. Nous, on a l'habitude de travailler avec, mais pour les clients… Tout à fait. Et comme c'est un module community, son avenir dépend de vos retours. Si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si ça marche, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à nous faire des retours dessus. Et c'est ce qui fera potentiellement avancer le développement de Happy Paste. Voilà. Et en termes de date de release, on vise février ou mars sur ce module community.
Et ben, à toi Clément sur le reste des améliorations pour les éditeurs. Merci beaucoup. Alors actuellement, on travaille, un de nos chantiers, c'est de donner la main aux éditeurs, ou en tous les cas aux clients, pour gérer les différentes colonnes qui sont affichées dans J-Content, dans l'Asset Manager, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on fournit, quand vous installez Jaya 8, vous avez des colonnes qui sont prédéfinies, choisies par Jaya, mais elles ne conviennent pas forcément à tous vos cas d'utilisation. Donc l'idée, c'est de fournir une interface graphique permettant facilement de sélectionner quelle colonne on veut voir affichée et de sauvegarder cette configuration. En sachant que quand vous utilisez les content folders et que vous utilisez les restrictions sur les content folders, par exemple dire dans ce dossier il ne peut y avoir que des news, à ce moment-là, comme il n'y a qu'un seul type de contenu, on sera non seulement capable de remonter, donc de choisir des colonnes de type metadata, quand est-ce que ça a été créé, est-ce que c'est publié, etc., mais également d'aller directement chercher des propriétés du contenu lui-même. Donc ma news, je ne sais pas quel est le sous-titre de ma news, ben, je vais l'avoir en colonne, ça va être possible dans ce cas de figure-là. Donc ça, on a fait des interviews clients pour raffiner, comprendre jusqu'où vous aviez besoin qu'on aille, etc. C'est très intéressant. Et maintenant, on a un scope qui est clair. Alors, une amélioration qui est en cours, qui est strictement en termes d'ergonomie, c'est l'accès aux options avancées. Beaucoup d'entre vous nous ont signalé qu'il y avait pas mal de clics à faire pour accéder à certains panneaux de configuration. Donc, que ce soit dans les listes de contenu, donc dans J-Content, ou directement dans le formulaire d'édition, on va se servir d'un panneau latéral qui existe déjà, qui sert normalement aujourd'hui à faire juste la preview. Et ce panneau latéral, en fait, on va avoir plusieurs onglets. Donc, il y aura la preview, mais aussi l'accès à toutes les informations qui demandaient 3-4 clics, par exemple le détail technique sur les éléments, l'historique de l'élément sur lequel on est en train de travailler, les usages, etc. Et dans certains cas, on va ajouter également la possibilité en un clic de copier une information, puisque ça nous a été remonté souvent, apparemment vous échangez des URL ou des passes, etc., entre éditeurs ou avec vos développeurs. Et donc, c'est toujours un peu, surtout quand on a des passes très très longs, toujours un peu difficile. Là, il y a un petit bouton qui va être ajouté pour copier directement et vous faire gagner du temps. De la même manière, alors ça, on parlait vraiment plutôt des options avancées, toutes les informations qui sont en read-only, les informations qu'on fournit, mais sur lesquelles il n'y a pas d'action en tant que telle. Sur celles où il y a des actions, aujourd'hui aussi également, on a ce retour, c'est un peu long, il faut passer en édition avancée, puis options avancées, pour choisir le bon panel. Là, on va ajouter une drop-down list disponible immédiatement dès qu'on édite un contenu, avec un accès direct aux fonctions sur lesquelles vous pouvez avoir une action, par exemple changer les conditions de visibilité, changer les rôles, donc les ACL, le versioning, c'était quel type de workflow, etc. Donc voilà, plus qu'un clic sur une drop-down list et on choisit la bonne option immédiatement. J'entends les oufs de soulagement de certains dans l'assistance. Voilà, un gros chantier qu'on démarre. On travaille dessus depuis un certain temps en préparation. Une des plus anciennes parties de Jaya aujourd'hui, c'est la partie publication et workflow, qui souffre. Alors d'abord, le système de workflow est un peu lourd, il repose sur des fichiers XML, etc. Et donc, c'est pas forcément hyper facile de créer ses propres workflows. Ça, c'est le premier point qui nous a été remonté depuis longtemps. Et le deuxième point, c'est que les écrans de validation avant publication ou pendant les workflows sont très confus. Ils ont été assez mal conçus à l'époque. Et j'en suis le premier responsable, c'était moi. On est en train de les revoir intégralement pour les rendre beaucoup plus clairs, avec une claire séparation entre ce qui est du workflow et ce qui est de la publication. Donc, on pourra très bien mettre en place des workflows qui ne se terminent pas par l'application, des workflows de travail interne, de traduction, des choses comme ça, et puis des workflows qui se terminent par la publication et par d'autres options qu'on fournira par défaut, valider un contenu, le publier, l'effacer, etc. On peut tout imaginer. Bien évidemment, dans chaque step de workflow, vous pourrez aussi créer vos propres actions custom et les appeler. Alors, quelles seront les possibilités? Est-ce que ce sera uniquement du Java? Est-ce que ce sera du JavaScript? On est en train de travailler dessus. Mais voilà, ce ne sera pas un système fermé. Et toute la modélisation se fera directement dans Jaya. Plus besoin d'aller éditer les fichiers externes, etc. Et c'est tout l'intérêt. Et ce sera couplé. On aura aussi dans les actions par défaut des notifications. Alors,
in-app dans Jaya, mais également par mail comme ce qui existe aujourd'hui. Mais beaucoup d'entre vous le désactivent parce que ça fait trop de mails. Mais aussi la possibilité de dire tel step, par exemple, va déclencher un envoi de notification sur Teams ou sur Slack. Autre amélioration importante, très importante pour les nouveaux éditeurs ou les éditeurs occasionnels, on a souvent eu le feedback, c'est pas très facile quand je suis un éditeur, que je connais pas mes types de contenus disponibles par défaut, à quoi ça correspond. Je clique sur nouveau, j'ai une liste et je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, en fait, on va mettre en place un système d'exemples de contenu dans une section à part de Jaya que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, c'était votre contenu comme vous le voulez. Par exemple, là, on a un Text Illustrated qui est un blog qu'on utilise dans le site Lux, le site de démo Lux dont on vous a parlé Gauthier tout à l'heure, avec une image, un titre, un body, etc. En fait, on va réutiliser ces exemples de contenu au moment où on crée un nouveau type de contenu pour montrer en permanence une prévisualisation de ce à quoi ça va ressembler. Après, à l'utilisateur de choisir en bas, OK, je prends l'exemple tel quel et je le duplique avec son contenu, et puis je vais repasser sur le contenu pour le modifier. Ou alors, c'est bien ce composant-là que je vois que visuellement, c'est ce à quoi je veux arriver, mais je crée le composant vide dans ma page. Donc, sans le contenu qui a été prédéfini. On pense qu'en termes d'expérience utilisateur, même pour les éditeurs avancés, enfin, qui ont leurs habitudes, c'est quand même ça devrait énormément simplifier la vie. Et s'il y a plusieurs vues ou variantes disponibles sur un contenu, on pourra passer en plus d'une variante à l'autre. Voilà, si vous avez, par exemple, sur ce contenu-là, une variante image à gauche, image à droite, vous pouvez avoir les deux variantes présentées. Et puis, comme ça, l'utilisateur sait ce à quoi il a accès. Je laisse maintenant Gauthier vous parler, comme d'habitude, de l'expérience développeur. Merci. Alors, si vous êtes un développeur, il y a de fortes chances que vous utilisiez déjà les LLM, que ce soit Claude, Codex ou d'autres, pour créer des composants Jaya. On a envie d'améliorer l'expérience de développeur pour vous, mais aussi pour ces outils-là. Et notre objectif, ça va être de publier dans l'année de la documentation, des prompts qui vous permettent d'aller plus vite. Et des exemples de flux de travail qu'on va essayer de mettre en place, c'est de la transformation d'un mock-up Figma vers un composant Jaya ou de HTML plus CSS vers un composant Jaya. Pour que tout se passe le mieux possible, nous allons aussi sortir dans l'année un guide de bonnes pratiques pour créer de bonnes expériences d'édition. Ah, Maxime nous dit « Oh non ». Ce ne sera bien sûr pas obligatoire. Et ce guide de bonnes pratiques pour les bonnes expériences d'édition s'adresse autant aux humains qu'aux machines pour vous permettre d'améliorer ce que vos éditeurs vont voir quand ils vont manipuler le site Jaya. Non, on n'envisage pas de vous remplacer. On envisage seulement de vous rendre plus efficace. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Après ce webinaire, le prochain sera dédié aux développeurs. On hésite encore sur le sujet. On a 3 possibilités à vous proposer. Vous pouvez voter dans le chat grâce au sondage. Soit des bonnes pratiques pour créer une meilleure expérience éditoriale, donc qui sera la version vidéo du guide textuel qu'on sortira cette année. Soit commencer avec les modules JavaScript, donc pour vraiment faire l'introduction de la technologie présentée tout à l'heure, ou comme Olivier l'annonce si fièrement, l'intégration d'un design system. C'est un sujet qui revient régulièrement tant chez les clients que chez les prospects, donc c'est l'occasion d'en faire un webinaire et de tous vous inviter. Parfait. Et si on est transparent, on n'a pas prévu de sondage, donc exprimez-vous directement dans le chat, on relira tout ça avec plaisir. Je le crée, continuez les slides. Il faut quand même que tout le monde soit attentif. On va parler de la 8.2.3 qui est en cours de release au moment où on parle. On est déjà en code freeze et en phase de tests finaux. Elle inclut Page Builder qui, comme l'a dit Clément, est en V1 à feature parity avec Page Composer. Et elle inclut les modules JavaScript avec la dernière version du JavaScript Module Engine. Beaucoup de bug fixes. Une amélioration importante au niveau de la plateforme, c'est la gestion des headers HTTP qui va permettre au CDN de cacher des pages HTML complètes quand c'est possible. Donc, si sur votre page, vous n'avez pas de cache custom ou d'authentification, dans ce cas-là, on va dire au CDN, c'est bon, vous pouvez cacher cette page. Par défaut, ça sera 1 minute.
mais ça permettra quand même de gagner énormément en WebPerf pour les sites web distribués. On a rajouté également un nouveau service OSGI qui est le Authentication Service. On avait pas mal d'erreurs dans notre code, dans le code de nos clients sur les différentes valves d'authentification. Donc, on a centralisé tout ça. Beaucoup d'améliorations sur l'image Docker et le support de PostgreSQL 17.18, MariaDB, Galera 11.8 et MySQL 8.4. La 8.2.4 suivra sans doute au mois de mai et sera principalement dédiée à la préparation d'une future 8.3. Et notre enjeu autour de ça, c'est de communiquer sur la 8.3 plus de 2 ans avant sa release pour que vous sachiez exactement ce qui va changer et que vous ayez l'occasion d'anticiper les changements plutôt que de les subir. Côté cloud, on a une petite, pas difficulté, mais à l'heure actuelle, quand on a le CDN, il faut il y a des opérations manuelles qui sont nécessaires avec l'équipe support pour transmettre les certificats notamment. Donc, tout ça va être mis en libre service. Ça devrait arriver mars-avril, on va dire. Et le reste de l'année sera consacré à la construction d'API pour faciliter l'intégration sur la partie CI/CD. Voilà. Je répondrai à la question de Julie à la fin. J'ai une slide dédiée sur la partie accessibilité si besoin. Des changements en attendant sur la partie livrable, il y a des choses qui ne changent pas, mais sur la partie community notamment, on a supprimé et simplifié pas mal de choses. On va avoir une nouvelle image, l'image OpenCore Docker qui va être disponible et on a simplifié parce qu'on a supprimé le SDK Community et les exécutables Community. Le multifactor authentication, donc pour moi, c'est pour les organisations qui n'ont pas d'identification provider type Okta, Cognito ou d'autres. On va mettre à disposition un module qui s'appelle User Password Authentication. Il est open source, déjà disponible sur GitHub. On va mettre ça en place sur Jaya Cloud et pour le moment, on supporte uniquement l'email en tant que deuxième facteur. Pour la partie CDN, libre service, c'est uniquement pour Jaya Cloud, mais pour la partie header HTTP, c'est des choses qui sont sur la plateforme Jaya et donc les clients on-prem pourront bénéficier de meilleurs headers HTTP et d'une meilleure gestion du cache. Une grande slide qui résume tout. Voilà, vous avez déjà tout eu, donc je ne vous refais pas le brief. Et on prend d'autres questions. J'ai une slide sur la partie accessibilité. Voilà, accessibilité de notre interface. Donc, on a notre équipe design system et notre designer qui font un très bon travail pour une meilleure accessibilité de nos composants. Et on est en train, au fur et à mesure, d'intégrer ces composants dans notre produit. Donc, ça va être un travail continu au fur et à mesure de l'année 2026. On a déjà pas mal de victoires sur de la navigation au clavier, mais ce n'est pas encore complet. Et on a encore quelques contrastes qui ne sont pas dingues. Mais ça fait partie de nos engagements. On ne peut pas vous dire qu'on sera 100% accessible, mais au moins navigation clavier et contraste. Une question sur la partie archivage. Malheureusement, il n'y aura pas de travail sur la partie archivage en 2026 pour les éditeurs, en dehors éventuellement de quelques recommandations qui peuvent être faites au moment de l'intégration sur des choses simples avec des dossiers d'archives et des mixins à mettre en place. Mais pour le moment, on est focalisé sur le périmètre qu'on vous a présenté. Alors, je n'aurais pas. Rémi, n'hésite pas à contacter soit le support, soit nous-mêmes directement, Gauthier ou moi-même, sur cette balise. Je ne sais pas si c'est une balise JSP, si c'est un composant pour faire des extensions d'interface. Voilà. N'hésite pas, enfin, je n'aurai pas la réponse en live. Et Gauthier nous a mis un sondage sur la partie webinaire pour les développeurs. N'hésitez pas à voter et à exprimer vos préférences dans l'onglet sondage de Livestorm en bas à droite. Qui est bien parti pour être une victoire éclatante du sujet design system, avec plus de 60% des suffrages. 62%.
Midi et demi, on a forcément dépassé un peu. On s'excuse encore pour ce début un peu acrobatique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas pu venir à cette session. N'hésitez pas à partager à vos collègues si jamais certains n'ont pas pu venir. Merci à tous. On est encore très nombreux. Donc, merci à tous d'être restés jusque-là. Bon appétit et à très bientôt. Bon appétit tout le monde.